passons à la troisième présentation intitulée Les bases immunologiques de l'immunothérapie et qui sera présentée par professeur Imen Gergouri. Donc, professeur Gergouri est professeur de pneumo à l'hôpital Farhat Hached de Sousse. Merci, Dr Neji. Je remercie tous les membres de l'ASTMRA pour le choix du thème. Et donc, je vais maintenant changer ma casquette de pneumologue en immunologiste pour parler d'un sujet. Maintenant, on sait très bien que depuis ces dernières années, on parle beaucoup plus de traitement par immunothérapie dans le traitement de cancer. Et donc, pour comprendre l'efficacité de ce traitement, on doit connaître les bases. Pour cela, il faudra savoir que le lien entre cancer et immunité, ce n'est pas un truc nouveau. Les relations entre inflammation et cancer sont connues depuis les travaux pionniers qui datent déjà du 19e siècle, où on a l'anatomopathologique Virchow a trouvé un lien très important entre immunologie et cancer. Vient après les autres travaux de plusieurs scientifiques, que ce soit des chirurgiens et autres, le rôle du BCG, le rôle de l'interféron gamma et d'autres, jusqu'aux années 2010, ou on va dire 2011, où on a parlé d'immunothérapie dans les cancers. Et en fait, le traitement par immunothérapie, ce n'est pas un truc nouveau, parce que ça date déjà, si vous le voyez très bien, de 1891, où ce chirurgien, lorsqu'il a opéré pour la 5e fois son patient d'un sarcome récidivant, donc après la fermeture du sarcome, parce qu'il était très extensif au niveau local, à la fermeture, ce patient, quelques jours après, il attrape un érysipèle très agressif et étendu. Quelques jours après, il a constaté qu'il y avait une disparition du sarcome. En voyant un peu la littérature en Allemagne, il a trouvé qu'il y avait beaucoup d'essais où on injectait du streptocoque dans les sarcomes. Et donc, quelques semaines après, 2 semaines, il y avait une disparition de ces cancers. D'où ces travaux ont été complétés par d'autres études de cas où on injectait du streptocoque, de l'érysipèle, en intratumoral, et on a trouvé beaucoup de bons résultats. D'autres travaux ont montré des populations qui ont reçu de la BCG-thérapie dans le traitement de plusieurs cancers. On peut constater que les patients qui ont reçu de la BCG pour la prophylaxie ont montré une diminution de l'incidence de la leucémie infantile par rapport à des populations similaires et ne recevant pas d'inoculation pour BCG lors de la prophylaxie tuberculinique. L'utilisation aussi de la BCG avec la chimiothérapie était associée à une diminution de la progression de la maladie. Maintenant, on sait très bien dans le traitement du cancer urétéral de la vessie l'apport qu'apporte la BCG-thérapie, et aussi dans le mélanome, on a constaté que l'injection de BCG dans les nodules a entraîné une disparition des lésions, d'où après il y a eu beaucoup de progrès dans les études scientifiques concernant l'immunothérapie et les bases. Et donc, pour comprendre, et lorsque notre organisme est agressé par des organes, des agents extérieurs, que ce soit des toxines, que ce soit des bactéries, des virus, ou même des cellules modifiées telles que les cellules cancéreuses, on va faire appel à notre système immunitaire. En effet, ce système sera activé et il y aura la mise en place de l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée, c'est une réponse rapide, c'est pas une immunité rapide et non spécifique, donc il n'y a pas de mémoire immunologique, alors que l'immunité adaptative est plus retardée, c'est la 2e ligne de défense et il y a une mémoire immunologique. Et donc, cette activation du système immunitaire ne se fait qu'en présence d'un signal inflammatoire venant de cellules mortes par nécrose, par apoptose ou des cellules qui ont été stressées. Dans ce cas, il va y avoir une détection par ces cellules innées de signaux de danger, appelés les DAMS, les Damage Associated Molecular Patterns, qui ont été découverts en 1994. Donc, ces DAMS vont déclencher la maturation de cellules dendritiques, de cellules immunitaires innées essentiellement, qui vont être à l'origine, comme vous le voyez, de la production de cytokines inflammatoires, essentiellement l'interleukine 1, l'interleukine 6 et même l'interleukine 12. Donc,
ce système adaptatif, quand il est stimulé, donc cette réponse adaptative, cette activation va dépendre de la présentation de l'antigène. Et dans ce cas, dans cette immunité adaptative, il y a la réponse humorale qui met en jeu les lymphocytes B. Et donc, si les lymphocytes B vont reconnaître l'antigène directement, ils vont être... La reconnaissance de l'antigène va entraîner une différenciation, une activation et une transformation en plasmocytes. Ces plasmocytes vont produire des anticorps et ces anticorps vont neutraliser les spécifiques de cet antigène. Il y a aussi la réponse cellulaire qui est beaucoup plus importante. La présentation et qui met en jeu essentiellement dans cette réponse cellulaire les lymphocytes T CD4 et les lymphocytes T CD8. Cependant, ils ne peuvent pas reconnaître l'antigène directement comme la réponse immunitaire. Il faudra une présentation par les cellules présentatrices de l'antigène, essentiellement la cellule dendritique, puis il va y avoir une activation et donc cette activation en lymphocytes T cytotoxique va éliminer l'antigène tumoral, entre autres. Tout se passe essentiellement au niveau de cette synapse immunologique. Donc l'action par le pathogène va entraîner une cascade de réactions et donc cette présentation de l'antigène va activer les lymphocytes T et les lymphocytes T vont après par la suite agir. Donc, je ne vais pas vous faire peur par ce schéma qui est très complexe, mais on va le simplifier parce que c'est là où se passe. Là, il y a la cellule présentatrice de l'antigène et là, il y a la cellule tumorale. Donc, cette synapse immunologique dépend de 3 signaux. Le plus important, c'est vrai que le signal 1 est très important parce que le signal 1 consiste à la présentation de l'antigène au niveau du TCR, mais ce signal 1 ne peut pas faire le reste des réactions s'il n'y a pas la co-stimulation par le signal 2. Donc le signal 2 va entraîner une stimulation à la fois du signal 1, donc il va y avoir plusieurs réactions et donc plusieurs réactions chimiques ou immunologiques pour introduire la production de l'interleukine 2 qui joue un rôle très important dans le maintien de l'homéostasie cellulaire. Le signal 3 vient par la suite. Ce signal 3, il va augmenter la survie de la cellule par voie BCL-X, qui est un oncogène surexprimé dans plusieurs types de cancers et qui joue un rôle très important dans la survie cellulaire suite à en régulant 2 processus, l'apoptose et l'autophagie. Donc, la régulation, pour cela, le système immunitaire a besoin d'être régulé. Donc, parce qu'on ne peut pas... L'activation du système immunitaire CV, elle se fait de façon physiologique, mais il faudra la tempérer, c'est-à-dire l'arrêter pour éviter d'autres maladies. Il y a dans ce cas les lymphocytes T régulateurs. En effet, les lymphocytes T régulateurs jouent un rôle physiologique dans le contrôle des infections, pour éviter le rejet de greffe, pour éviter les maladies inflammatoires dans l'auto-immunité, mais ils ont un rôle délétère dans le cancer, dans la plupart des cancers. Et donc, vous voyez, parmi les LTI natifs, on a plusieurs lymphocytes T qui ont un rôle dans le contrôle du cancer ou pas. Et les T régulateurs jouent un rôle très important comme pro-tumoral puisqu'ils entraînent une immunosuppression des effecteurs antitumoraux et donc ça aboutit à l'échappement de l'immunosurveillance. Et en fait, c'est quoi l'immunosurveillance? C'est la notion avec laquelle notre système immunitaire est capable d'empêcher l'émergence des tumeurs et de limiter leur croissance. Donc vous voyez très bien, quand notre système immunitaire est actif, on va éliminer le pathogène, telles que les lésions néoplasiques précancéreuses, mais s'il y a un échappement, donc on va avoir une croissance tumorale et donc les T régulateurs sont présents de façon très importante. Il faudra savoir qu'une concentration ou un taux très élevé de T régulateurs est corrélé à un mauvais pronostic et une mauvaise réponse à l'immunothérapie. Donc au total, du tissu normal, il va y avoir des transformations cellulaires. Si on a un bon système immunitaire, on va être capable d'éliminer le tissu tumoral. Si vient après la phase d'équilibre, mais on peut avoir la phase d'échappement. Et donc, cette phase d'échappement est à l'origine de la progression tumorale. Et donc, l'importance et la concentration de cellules tumorales donne une idée sur la survie. Donc, dans la partie rouge, là, quand il y a beaucoup de PNS, c'est un élément de mauvais pronostic. Dans la partie verte, plus on a de T, CD4, CD8, des T aussi, donc il y a une action antitumorale
excellente. Donc, un deuxième point de contrôle, de régulation physiologique de la réponse immunitaire, c'est l'Immune Regulatory Checkpoint ou les points de rétrocontrôle négatif. Donc, c'est très important, c'est un élément déterminant pour limiter l'activation du système immunitaire. Et donc, ces immunocontrôles, c'est un mécanisme de rétrocontrôle qui joue un rôle déterminant car la réponse immunitaire doit être interrompue après son activation, par exemple après l'élimination d'un virus ou autre. Et donc, dans ce cas, les CTL4 et les PDL1 jouent comme une sorte de palette de frein pour arrêter cette activation lymphocytaire. Et donc, dans cette coupe immunohistochimique multiplexe d'une tumeur, on voit très bien le rôle des différentes cellules immunitaires dans le contrôle de cette immunité. Et on voit très bien que le taux tumoral de PDL1 est très élevé, ainsi que de CTL4. Pourquoi tout ça? Parce qu'on va traiter. Et donc, l'immunothérapie dans le traitement du cancer peut être de façon active, spécifique à l'antigène, ou non spécifique d'antigène, comme le rôle des cytokines, comme aussi le rôle de l'anti-CTL4. Elle peut être une immunité passive, adaptative, par exemple par les anticorps monoclonaux tels que l'anti-VRS et les lymphocytes spécifiques, surtout du tumeur. Tout se passe ici dans cette synapse immunologique où il y a la relation entre les lymphocytes T et les cellules cancéreuses. On voit très bien qu'il y a, en agrandissant, qu'il y a que les CTL4 et les CD28 partagent le même récepteur au niveau de la cellule tumorale. Et donc, s'il y a une activation, une liaison du CD28 sur le CD86, il va y avoir une activation du lymphocyte T. Alors, la liaison de CTL4 au CD80 va inhiber le lymphocyte T et donc va entraîner la progression de la cellule tumorale. Donc, c'est quoi le rôle des anti-CDL4 dans ce cas? L'anti-CDL4 va jouer, si vous vous souvenez du premier schéma de signal, va se fixer par sa fixation au CDL4, il va laisser la place au CD28 de se fixer à son récepteur B7. Et donc, dans ce cas, il va y avoir l'activation et la création du signal 2 et le reste de l'activation lymphocytaire. Ce CTL4 est très rapide dans sa production. Dans la tumeur, donc l'expression du CTL4 est un processus dynamique qui s'éclenche pendant l'activation lymphocytaire, c'est-à-dire il est exprimé dans les premières 48 heures à l'activation lymphocytaire. Et donc, CTL4, c'est le cytotoxique T, lymphocyte antigène 4. Donc, sa fixation, son engagement avec les protéines de la famille B7, il est rapide, il a plus d'affinité, on va le voir, va empêcher le signal 2. Et dans ce cas, par l'absence d'activation du signal 2, on ne va pas avoir cette liaison et cette activation des LT, donc il va y avoir une inhibition de l'activation cellulaire. Et donc, ainsi, vous voyez très bien dans ce schéma comment le CTL4 a plus d'affinité aux récepteurs communs qui sont les CD80 et les CD86. Donc, il va se fixer de façon rapide, ils sont plus nombreux. C'est pour ça l'action par les anticorps. Et comme il est surexprimé par les LT infiltrant la tumeur, l'action par les anticorps bloquants va entraîner une activation lymphocytaire. Donc, ce n'est pas une invitation, ce n'est pas juste une photo, c'est en fait les deux chercheurs, l'américain Jean-Paul Allison et le japonais, qui ont eu le prix Nobel dans la découverte pour leurs études dans les cellules cancéreuses et les points de contrôle immunitaire. Et donc, c'est Allison, en 1996, a utilisé un anticorps bloquant anti-CTL4 qui a inhibé la croissance tumorale dans un modèle murin, puis il y avait une diminution des tailles tumeurs qui a été déjà établi. Puis il y avait aussi le développement de ces anticorps bloquants CTL4, l'ipilimumab, qui a été jusqu'à aujourd'hui utilisé dans le mélanome. Et donc, il y avait une approbation par le FDA. Vous voyez très bien, le blocage du CTL4 va laisser le signal 2 s'activer et donc par la suite l'activation lymphocytaire T. Maintenant, on va parler du deuxième point de rétrocontrôle négatif qui sert un frein à l'activation lymphocytaire, c'est le PDL1, le Progress Diff. Donc, en fait,
Donc, le blocage par les anti-PDL1 va entraîner une activation du signal 1 et donc il va laisser l'antigène se fixer au récepteur TCR et donc à l'activation lymphocytaire. Donc, l'expression PDL1 dépend du statut d'activation des cellules immunitaires. PD1, le programme de cell DITH1, est exprimé sur les cellules présentatrices de l'antigène, les lymphocytes T, les B, les NK et les monocytes. Il y a une surexpression très importante par les lymphocytes CD4 et les T helper. Donc, ils ont les deux ligands, PD1 a deux ligands spécifiques, le B7, H1 ou CD274 et le B7 CD273. Donc, il va y avoir la liaison de PD1 à son ligand, va entraîner une inhibition de l'activation du signal 1 et donc par la suite une inhibition de l'activation lymphocytaire. Donc, il est très important par le blocage, que ce soit anti-PDL1, anti-PD1, avoir un équilibre et une élimination tumorale par l'activation des CD8. Je sais que c'est très compliqué, mais j'ai essayé de simplifier au maximum. Donc, la voie de signalisation PD1, PDL1 est un point critique dans les cancers humains. Ils sont surexprimés, surtout PD1, par les lymphocytes T influant la tumeur, infiltrant la tumeur. Donc, la voie de signalisation est une boucle de rétrocontrôle négatif dans laquelle plusieurs cytokines sécrétées par les lymphocytes T, l'interféron gamma, les interleukines 4, et qui vont jouer un rôle dans l'expression de ce ligand. Et c'est très important, plus le ligand est exprimé, plus on a une bonne réponse à l'immunothérapie. Et donc là vient l'effet des anticorps bloquants qui jouent un rôle très important maintenant avec, on a beaucoup de molécules disponibles, beaucoup de résultats, quel que soit, on peut dire, le stade de la maladie. Donc voici, tous les cancers presque expriment ces PDL1, PDL1. Et il faudra savoir la réponse dans le cancer du poumon et aux alentours de 20% si on donne ces molécules à ces patients en monothérapie. Maintenant, l'objectif, c'est essentiellement de combattre la maladie avec tous les moyens. Et donc, pour cela, plusieurs propositions ont été faites, c'est-à-dire un blocage combinatoire des différents points de contrôle immunitaire, c'est-à-dire des associations d'immunothérapie, des associations de anti-PDL1, anti-CD4, pour agir mieux, que ce soit au niveau lymphocytaire, que ce soit au niveau du micro-environnement tumoral. Et vous voyez très bien, quand il y a une combinaison, la survie est meilleure avec une toxicité qui est bien sûr majorée. Donc, pour avoir une réponse thérapeutique bonne, il faudra avoir une action sur la tumeur, sur le micro-environnement immunitaire et aussi sur l'expression de PDL1. Et donc, cette réponse immunitaire qui est un processus dynamique, c'est vrai, il y a plusieurs facteurs immunitaires qui servent de frein, il y a d'autres qui sont activateurs. Il faudra chercher la bonne formule et le bon moyen pour agir sur la réponse. Et maintenant, on parle de plus en plus de microbiome et cancer. Donc, les caractéristiques de microbiote intestinal a un effet sur l'immunité antitumorale et sur l'efficacité de l'immunothérapie. Donc, c'est un concept récent où on dit que plus le microbiote est actif, plus il est riche, plus la réponse immunitaire sera bonne et la charge tumorale va diminuer. Donc, le phénotype immunitaire de la tumeur et la réponse prédit très bien la réponse à l'immunothérapie. Et on peut dire que l'objectif, c'est d'atteindre l'activation des cellules T afin d'obtenir une réponse immunitaire antitumorale et surtout par l'action par une immunothérapie combinée. En conclusion, l'environnement immunitaire, c'est un environnement qui est hétérogène, qui est complexe, qui dépend de l'individu, mais aussi de la tumeur. Les inhibiteurs checkpoint donc, ciblent l'échappement tumoral à son environnement immunitaire. La voie majeure d'échappement, c'est essentiellement la voie PDL1 et l'absence d'un micro-environnement immunitaire est un facteur de mauvais pronostic à la réponse immunitaire. Et donc, si on ne sait pas où on vient, donc ce duc prussien
qui a dit « Si on ne sait pas où on vient, on ne peut pas savoir où on va, car il ne sait pas où on est. » Et donc, en ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l'avenir. Merci. Bravo, Dr Gargouri, pour cette excellente présentation.